tous et à toutes. Moi aussi, je suis très contente de ce formulaire, de cette conférence et de ce travail sur les formulaires, et puis de pouvoir aussi profiter de votre présence. Ça fait du bien après 2 ans. Alors, j'ai un petit peu retouché le titre, un peu comme Violaine l'avait dit, 2 ans après, il y a des choses qui changent. Donc, au lieu d'être aussi assertive, je vais plutôt poser la question, est-ce qu'il a refait la loi? Et puis, en fait, à mesure que j'ai travaillé le sujet, je me demandais, est-ce qu'il n'était pas obligé de la refaire? Est-ce qu'on ne le mettait pas dans une mission impossible, finalement, d'établir un formulaire pour une question aussi difficile que les directives médicales anticipées? Alors, un peu pour introduire le propos, vous savez que depuis les années 90, avec l'influence de la bioéthique, on a vraiment, il y a eu une sorte d'échange entre le droit et la bioéthique, vraiment construit toute la réflexion de la responsabilité médicale autour de la question du consentement et de la question de l'autonomie. Et je préciserai tout de suite, c'est l'autonomie décisionnelle, donc à savoir la capacité pour une personne de prendre des décisions relativement à des soins de santé. Alors, dans la jurisprudence, on pourrait citer la décision Chagliarello contre Charter de 1993, qui, à mon avis, a été un tournant dans cette entrée dans ce référentiel de l'autonomie. Et quelle en a été la conséquence? C'est que pour établir la responsabilité du médecin, eh bien, on va surtout chercher de savoir si il s'est assuré que le patient donnait un consentement libre et éclairé lorsqu'il était apte. Donc, je vais mis les articles du Code civil du Québec qui correspondent à cette idée. Et si la personne est devenue inapte, finalement, c'est d'aller se référer à un consentement substitué où il y aurait une personne conventionnellement ou légalement autorisée qui déterminerait comment agir dans le seul intérêt du patient. Alors bien sûr, ça a donné pour corollaire que pour que ce consentement libre et éclairé puisse exister dans ces deux situations, eh bien le médecin doit avoir une obligation de divulgation, une obligation d'information importante où il va expliquer le diagnostic, les pronostics et les risques associés à la situation médicale. Alors on a un peu touché à cette idée-là. On voit bien que dans toute cette approche-là, notamment de l'aptitude, c'est vraiment une approche très cognitive, très intellectuelle. C'est-à-dire qu'on va chercher de voir si la personne a vraiment une capacité d'analyser, de comprendre sa situation médicale. Est-ce qu'elle peut formuler un jugement? Et puis, bien sûr, est-ce que dans cette situation, elle est capable d'exprimer, suspendre ou retirer son consentement et puis d'assumer les choix qu'elle a faits? Alors, bien sûr, l'inaptitude, c'est l'inverse. C'est l'affaiblissement manifeste, voire l'absence de ses facultés. Ça a été bien analysé par Benoît Maure dans un de ses articles où il revient sur cette approche très cognitive de l'aptitude. Alors, face à l'importance grandissante qu'on a accordée à cette autonomie décisionnelle, on s'est même dit qu'il fallait la préserver, notamment pour les personnes qui étaient en situation de handicap. On peut penser à la Déclaration universelle des droits des personnes handicapées. Eh bien, on est vraiment arrivé sur cette idée comment, quand la personne va devenir inapte, on va s'assurer que finalement la décision corresponde aux volontés qu'elle aurait pu avoir dans cette situation-là, sachant que la plupart du temps, on ne la savait pas. Alors, l'article 12 déjà insistait là-dessus en disant que quand la personne doit donner un consentement substitué, elle va le faire dans la mesure du possible en respectant les volontés de cette personne. Alors, au fond, on est face à cette question-là, comment une personne qui est encore apte pourrait exprimer ses volontés pour qu'on puisse les respecter au moment où elle deviendrait inapte, et les directives médicales anticipées, puis le nouveau régime qu'on a au Québec depuis 2015 participent de ce questionnement. Alors, je vais essayer un petit peu de revenir sur la genèse des DMA, un peu essayer de les mettre en perspective et donner quelques pistes de réflexion. Alors, je voudrais juste un peu dire aussi que cette présentation-là s'inscrit dans le travail qu'on mène à l'Institut d'éthique appliquée. Donc, l'Institut d'éthique appliquée, on travaille avec plusieurs intervenants, donc des conseillers en éthique, des gens bien sûr du soin infirmiers, des gens aussi qui font du travail social. On se réunit de manière régulière et en fait, on essaye de faire, de dégager des problématiques importantes en éthique dans les situations de soins, et la question des formulaires a émergé souvent au travers de nos discussions. Et il y avait, pour ceux qui sont du domaine, les formulaires de niveau de soins et bien sûr les formulaires des directives médicales anticipées. Alors, la manière dont on travaille, c'est qu'on essaye de voir dans nos différentes disciplines comment on aborde le problème, et puis on rassemble un peu la littérature sur les différents aspects, on essaye de créer, de mettre en dialogue tout ça pour essayer de trouver une piste de solution, mais toujours en gardant l'enjeu du soin concret en perspective. Alors, c'est un peu dans ce cadre-là que j'inscris cette présentation. C'est pour ça que vous verrez qu'il y aurait à la fois une réflexion du volet juridique et du volet médical qui me vient de cette expérience-là.
Alors, si on regarde la genèse du formulaire, il est prévu dans la loi concernant les soins de fin de vie, qui est en vigueur depuis décembre 2015, et qui indique clairement que toute personne majeure et apte, à consentir, peut, au moyen de directives médicales anticipées, indiquer si elle consent ou non aux soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé, ou cas où elle deviendrait inapte à consentir aux soins. Et on insiste tout de suite que l'aide médicale à mourir ne pourrait pas être dans ce formulaire-là, on l'exclut d'emblée. Alors là, on voit bien le souci qui est affirmé dans les dispositions générales de la loi et qui renvoie bien sûr à la Charte québécoise, à l'article 1, de respecter l'autonomie de la personne, droit à la liberté, droit à l'autodétermination. Et vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant, on parle des soins requis pour l'état de santé de manière assez large dans ce texte de loi. Alors, ce qui va être intéressant, les conditions de forme, il y a 2 formes. Donc, les notaires connaissent bien, ça peut être fait par acte notarié en minutes. Je parlais moins de cet aspect-là. Je vais plutôt parler de la deuxième formule, qui est le formulaire prescrit par le ministre qu'on peut faire devant témoin. C'est vraiment sur cet aspect-là que je vais me concentrer, même si parfois je parlerai de la formule notariée. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'on va vraiment avoir une émancipation du formulaire qui veut finalement se construire hors du notaire, vous allez voir même en dehors du médecin, et on va créer un registre pour établir ce formulaire. L'article 52 établit cette double condition de forme. Alors, si on suit cet article-là, ça a été nécessaire d'élaborer un formulaire. Donc, ce qui a été intéressant, c'est qu'il y a un comité ministériel qui a été constitué pour établir ce formulaire. Il y avait des représentants ministériels, des gens de la RAMQ, de l'UNES, du réseau de soins palliatifs, du Collège des médecins, du Barreau du Québec, Chambre des notaires, Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Donc ça, on a réussi à avoir leur retour sur le travail dont il a été fait, donc notamment par les biais de Maître Ménard et Madame Brigitte Laflamme, qui était membre de ce comité. Et puis, on a bien sûr dû aussi créer un registre de DMA, donc une base de données pour rassembler tous ces formulaires et définir les modalités d'accès. Ça a été fait dans un règlement qui est arrivé à la suite de la loi. Alors, la force probante, les DMA, ce n'est pas n'importe quel, je dirais, quel formulaire. Une fois qu'on l'a rempli, on est clair là-dessus. On dit que ça a à l'égard des professionnels de la santé ayant accès au registre la même valeur que des volontés exprimées par une personne apte à consentir aux soins. Donc, autant vous dire qu'une fois que vous avez rempli ce formulaire, la force probante est grande. Et l'article 62 nous dit clairement que s'il y a un conflit entre les volontés qu'on a exprimées dans un mandat de protection et les directives médicales anticipées, c'est elle qui prime. Donc, un acte important. Sur la question aussi du consentement et de sa portée, à l'article 59, on va présumer que celui qui a rempli ces directives médicales anticipées a eu l'information nécessaire. Et on va clairement dire à l'article 54, donc ça peut être formulaire révocable par un autre formulaire, ça peut être modifiable par la rédaction de nouvelles directives par formulaire, et heureusement, c'est révocable verbalement en cas d'urgence. Donc, si vous arrivez à l'urgence, que vous dites que vous ne voulez pas suivre vos directives médicales anticipées, tout de suite, on les révoque. Donc, ce qu'on voit tout de suite, c'est que les DMA ne sont pas limités dans le temps. Ça veut dire que si vous les faites maintenant et qu'il y a un problème de santé qui vous arrive dans 15 ans, les DMA que vous faites, a priori, sont toujours valides. Alors, sa genèse administrative, ce qu'on a su, c'est qu'elle avait été extrêmement difficile parce qu'il avait fallu trouver un outil qui arrive à satisfaire les gens de la santé et les domaines du droit. Donc, ça a été extrêmement complexe. Et finalement, ils ont dû tester une centaine de formulaires à travers des focus group. Donc, ça a été vraiment quelque chose de difficile. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est de limiter extrêmement la portée, finalement, de ces directives médicales anticipées. Donc, on l'a limité à 3 situations médicales et à 5 soins applicables. Donc, on a parlé d'une condition médicale grave et incurable et une fin de vie, première situation. Un état comateux jugé irréversible ou un état végétatif permanent. Et on a parlé d'une démence grave sans possibilité d'amélioration, comme le type Alzheimer. Et on a envisagé 5 soins, la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation par respirateur, le traitement par dialyse, l'alimentation forcée ou artificielle et l'hydratation forcée ou artificielle. Alors, quand on va aussi, on a décidé que ce formulaire dépendait de la RAMQ, donc on peut le télécharger par Internet ou en faire une demande téléphonique. On le renvoie à la RAMQ qui le dépose dans le registre qui a été confié à cet effet-là.
Donc, quand on regarde le formulaire, il est structuré en 3 étapes. Vous avez un titre 1 le formulaire est intitulé « Directive médicale anticipée en cas d'inaptitude à consentir à des soins ». Donc, on vous explique bien que vous devez être apte et que vous êtes en train de le remplir pour le moment où vous allez devenir inapte. Donc, ce que j'ai noté tout de suite dans le important, c'est qu'on vous dit d'aller discuter avec vos proches. Donc, il n'y a rien qui vous oblige d'aller discuter avec un médecin. Ensuite, on vous donne des informations générales. Ensuite, vous avez la section 2, mes directives médicales anticipées, et une section 3 de signature pour vous et vos témoins. Alors là, je vous ai donné un peu la structure, à quoi ça ressemble. Donc, vous mettez première situation, si je souffre d'une condition médicale grave et incurable et que je suis en fin de vie, soit A, je consens, je refuse, etc., etc. Puis, suivant les 3 situations, vous remplissez votre directive en disant ce que vous souhaitez. Donc, vous les remplissez. Vous n'avez même pas besoin de les montrer à vos témoins. Juste, vous dites, voilà, c'est mes directives médicales anticipées. Vous les envoyez à la RAMQ et elles vont dans le registre. Donc là, j'ai essayé de refaire un peu un tableau pour qu'on voit bien. Donc vraiment, 5 soins et 3 situations cliniques bien précises. Alors, on a demandé un peu aux gens qui étaient dans le comité qu'est-ce qu'ils avaient espéré à travers ce formulaire. Alors, la première chose, c'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient que ce soit un outil protecteur du droit à l'autodétermination de la personne. Alors, ils, bien sûr, remettaient en cause le paternalisme médical et ils voulaient affirmer l'autonomie, voire l'émancipation du patient par rapport au médecin. Alors, il y avait aussi l'idée, on en a un petit peu parlé ce matin, du patient partenaire, voire du patient expert, qui est capable de prendre en charge sa santé et de prendre ses décisions par lui-même. On voulait aussi que ça soit un outil vulgarisateur, accessible à tous, sans juriste ni professionnel de la santé. Donc, on a beaucoup travaillé à ce qu'il soit facilement compréhensible d'un point de vue cognitif et que toute personne puisse le remplir. Et puis, on retrouve encore cette idée d'émancipation par rapport à l'expert. C'est moi qui fais ma décision par rapport à ma santé sans expertise. Et aussi, ce qu'on voulait, c'est éviter les interprétations. On voulait que ce soit clair, uniformiser les pratiques. Donc, en fait, on s'intéressait plus dans le comité à ce que la personne puisse exprimer ce qu'elle ne voulait pas plutôt que ce qu'elle voulait. On était dans cet outil, en fait, de dire « je vais pouvoir imposer ma volonté au médecin, mais surtout si je ne veux pas quelque chose ». Alors, si on le met en perspective, j'ai regardé rapidement la littérature juridique, elle est extrêmement importante, surtout au niveau notarial. Il y a eu beaucoup de littérature dans ce domaine. Alors, première question en tant que juriste, on peut se poser, la loi nous disait c'était les soins requis pour l'état de santé, puis vous voyez comment on a réduit la situation, 5 soins, 3 situations cliniques, et on a vraiment rétréci très fortement la portée que pouvait avoir la loi. Ensuite, sur la protection du droit à l'autodétermination de la personne et son accessibilité, eh bien, on peut se demander si aller signer, aller remplir ces formulaires-là sans avoir le conseil d'un juriste ou sans avoir le conseil d'un médecin, c'était possible. J'ai essayé de le faire, on a essayé de le faire avec mon conjoint, puis en fait, on a un peu buté au niveau de la dialyse et on a un peu buté au niveau de l'alimentation forcée parce qu'on se disait, est-ce que ça la sédation palliative ou pas? En tout cas, on voyait qu'il y avait quand même un besoin de clarification qui était important. Et puis, on se disait, en tout cas, au niveau juridique, c'est un outil facilement contestable parce qu'on présume que vous avez eu l'information, mais c'est facile pour un membre de la famille de dire non, il n'a pas eu l'information, puis en plus, le formulaire ne prévoit pas qu'on l'ait, donc il n'y a pas de problème là-dessus, ça s'établit facilement. Question plus profonde, et on va la retrouver au niveau médical, il y a un enjeu de temporalité qui est certain. Comment moi je peux consentir à une situation médicale que je ne connais pas encore? Si on est vraiment dans le paradigme de l'autonomie et décisionnelle, il faut vraiment que je puisse analyser, comprendre la situation pour prendre la décision ajustée. Ça prend nécessairement une capacité d'analyser le contexte. Donc on est vraiment face à la question même de l'existence du consentement pour une situation qui n'existe pas. Alors, si on en parle aux médecins, eux, déjà, ils ont un problème d'accessibilité. Alors, déjà, il paraît qu'il y a seulement 10% des patients qui ont rempli leur DMA. C'est très peu parce qu'il n'y a pas eu de campagne sur cet aspect-là. Et puis, apparemment, le personnel médical y a difficilement accès. Donc, c'est assez étonnant. Le règlement semble donner très largement l'accès, mais il semble que dans plusieurs hôpitaux, il était décidé que c'était seulement le patron qui avait accès.
Alors, sachant qu'ils m'ont expliqué que normalement, le patient est déjà vu par l'externe, et puis ensuite par l'externe, par l'interne, ensuite par le patron. Donc, ça fait que c'est le patron qui doit, à la fin, faire la recherche. Et souvent, le système plante, il n'arrive pas à y avoir accès. Donc, apparemment, ça les énerve. Alors, pourtant, le règlement est assez clair. Tous ces personnes-là devraient pouvoir y avoir accès. Le médecin n'est pas très à l'aise non plus avec ces outils-là parce que première question, comme le juriste, il se dit est-ce que mon patient qui a rempli ses DMA, quand il les a, est-ce qu'il était vraiment avec un consentement éclairé? Est-ce qu'il savait ce qu'il faisait? Donc on retrouve la même problématique que pour le juriste. Après, pour eux, ils ont aussi d'autres difficultés un peu sur la question de la défiance. Parce que la première difficulté, c'est quand j'écris « je consens », est-ce que j'ai écrit « j'exige » cette situation-là? Alors la question qui se pose notamment quand on est en fin de vie, la question de l'alimentation forcée, est-ce que ça veut dire que si le médecin pense que finalement c'est futile, normalement il aurait une discussion avec la famille en disant c'est peut-être futile et peut-être temps qu'on l'arrête. Est-ce que parce que la personne a dit dans ses directives médicales anticipées je veux cette alimentation forcée, est-ce que ça veut dire qu'on doit le faire même si on pense que ça n'a pas de bon sens? Donc l'outil voulait éviter l'acharnement thérapeutique, mais paradoxalement, est-ce qu'il ne le crée pas? Est-ce que c'est pas aussi un outil conflictuel? Alors ça a été une discussion. Moi, en bonne juriste, j'arrive, je dis, voilà, vous êtes dans une discussion avec la famille veut maintenir l'alimentation, le médecin sort la directive médicale anticipée où c'est écrit « je refuse ». Est-ce que ça, c'est pas finalement une manière de régler le problème? Alors là, dans le milieu médical, ça ne plaît pas du tout parce que finalement, si on arrive avec cet outil-là, alors qu'on a voulu établir une discussion avec une famille, ça peut être très conflictuel et très problématique. Alors au lieu de régler la situation, on va l'envenimer. Alors ça peut être très utile quand il y a vraiment des gros conflits dans une famille, où là on va régler le problème comme ça, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut utiliser. Ensuite, on n'aime pas la rédaction où c'est écrit forcé, parce que ça veut dire que les médecins par nature sont des gens qui font de l'acharnement thérapeutique. Donc bien sûr, on était dans le paradigme bioéthique, ça pose une difficulté. Et puis, bien sûr, il y a la question de la temporalité. Pour eux, qui c'est le vrai moi? Il y a Stephen J. Post qui a beaucoup écrit sur la question de l'Alzheimer. Et qui c'est le vrai moi? Est-ce que c'est Dan Sell, celui qui était dans le passé, ou Now Sell, celui qui est aujourd'hui avec la maladie? Alors, pour finir, juste faire quelques réflexions. Donc, si on fait une synthèse, on voit que c'est un outil qui a vraiment réduit la portée de la loi. On est passé de tous les soins requis pour l'état de santé à quelques soins et quelques situations cliniques. On voit que c'est un outil qui est vraiment très incertain et peu protecteur au nom de l'autonomie de la personne. Et puis, on voit qu'il est potentiellement conflictuel avec le médecin et avec le patient. Il est vraiment construit dans un paradigme de défiance. Alors, est-ce qu'on pourrait, formulaire ou pas formulaire, telle est la question, est-ce qu'en finalement, dans ce domaine-là, ça pourrait être utile? Alors moi, je pense que oui, je pense que ça pourrait être pertinent. On est étonné qu'il y ait, par exemple, il n'y ait pas eu les transfusions sanguines. Si on était dans ce qui refusait pour un témoin de Jéhovah, ça aurait été pertinent d'écrire clairement qu'il ne le voulait pas. Est-ce que ça ne serait pas pertinent de faire deux espaces, un espace où on coche et un espace où on peut exprimer ce qu'on souhaite, au moins pour des considérations culturelles, religieuses ou des raisons familiales, on pourrait expliquer ce qu'on veut. Et puis, on se demande si c'était pertinent de le rédiger. Alors ça, c'est vraiment une question. Le droit est tellement construit sur la défiance, ce qui se comprend avec la Seconde Guerre mondiale, toutes les expérimentations qu'il y a eu dans la bioéthique est construit vraiment une défiance entre le patient et le médecin. Mais est-ce qu'on doit aller dans ce sens-là avec leur formulaire? Ça reste une question. Et puis, pour finir aussi, est-ce que ce formulaire, on ne devrait pas le limiter dans le temps? Est-ce que 5 ans, ça ne serait pas suffisant? On devrait le faire de manière régulière? Est-ce qu'on ne devrait pas l'obliger à une rencontre entre un médecin, une infirmière praticienne pour mieux le comprendre? Et puis, est-ce que dans une situation clinique, par exemple, on vous fait un diagnostic d'Alzheimer, de cancer, est-ce que ce ne serait pas ça, justement, de le remplir à ce moment-là? Et puis, peut-être qu'il faudrait l'envoyer à tout majeur apte pour qu'il puisse y avoir pour que les gens puissent le remplir, parce que faire la démarche soi-même, c'est peut-être pas évident. Puis enfin, il y a un peu un consensus dans le milieu éthique. C'est vraiment problématique d'avoir donné une telle force probante. Est-ce que dans une situation qui est toujours une situation pénible, ça ne serait pas plus sage d'utiliser les directives médicales anticipées comme un élément de réflexion? Donc, on les aurait, mais on aurait le mandat, on aurait éventuellement des testaments de vie qui auraient été construits. Donc, ça nous permettrait de trouver une solution adaptée sans avoir cette rigidité finalement qui nous est donnée, puis cette force probante qui est trop grande. Alors,
Alors voilà, je vous peux brosser cette question des DMA avec toutes les questions. Alors je m'étais demandé, est-ce que ça refait la loi? Mais la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'on ne donnait pas une mission impossible à ceux qui étaient dans ce comité? Comment on peut faire un outil qui soit vraiment utile pour une question qui est quand même assez existentielle et aussi fondamentale? La question reste posée. Merci.